Bonjour, je vais vous présenter une étude du chapitre 43 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, notre support, c'est le chapitre 43 qui correspond à la visite de Marie, la fille du condamné. Je lis le texte. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire. Mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Enfin j'ai pu parler. Marie, ai-je dit, ma petite Marie. Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. Oh, vous me faites du mal, monsieur, m'a-t-elle dit. Monsieur, il y a bientôt un an qu'il ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié. Visage, paroles, accent, et puis qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre? Quoi? Déjà plus père? Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants si doux qui ne peut rester dans celle des hommes. Papa, et pourtant l'entendre de cette bouche. Encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu. Eh bien non. Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis? Si, a-t-elle dit. Un monsieur. Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde. L'aimer avec tout son amour et l'avoir devant soi qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas, ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut, parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Je l'ai baisé au front. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. Veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant. Vous me faites du mal avec votre barbe. Alors, je l'ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. Marie, sais-tu lire? Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Voyons, lis un peu, lui ai-je dit, en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. Eh bien, je ne sais lire que des fables. Essaye toujours. Voyons, lis. Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, 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 E, T, Ré, arrêt. Je lui ai arraché cela des mains. C'est ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour un sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit «
Rendez-moi donc mon papier. Tiens, c'est pour jouer. Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Alors c'est la fin de notre texte. Pour la situation du passage, ça veut dire on doit raconter les événements les plus importants qui se sont passés avant l'arrivée de Marie. Donc le condamné est à l'hôtel de ville. Il ne lui reste que quelques heures à vivre. Il continue l'écriture de son journal intime en attendant la grâce. Il pense à ce qui peut lui arriver après la mort et demande de voir le prêtre. Après l'arrivée de ce dernier, le narrateur a dormi pendant quelques instants, mais un cauchemar l'a réveillé et on lui annonça la présence de sa fille Marie. Voilà ce qui est arrivé avant l'arrivée de Marie. Alors, pour la situation d'énonciation, quand on parle du destinataire, ça veut dire destinateur qui parle, donc c'est le narrateur, c'est le condamné, qui est le condamné en même temps. Pour le à qui parle-t-il, ça veut dire le destinataire, il parle au lecteur quand il raconte dans les récits, et il parle à sa fille Marie quand, quand il parle à sa fille, ça veut dire au niveau du dialogue. Pour le message, il parle à sa fille des souvenirs il parle au lecteur des souvenirs qu'a gardé Marie de son père. Le lieu, c'est l'hôtel de ville. Le temps, quelques heures avant l'exécution, moins que 3 heures. La visée, c'est une première visée, c'est pour exprimer ses sentiments d'amour et d'inquiétude, et une deuxième, c'est pour persuader les lecteurs de l'injustice de la peine capitale envers non seulement les condamnés à mort, mais aussi envers les enfants de ceux-ci. Nos axes de lecture, nous allons nous concentrer sur 2 axes. Le premier, c'est la déception du père. Le deuxième, c'est le début de la fin. C'est le début de la mort. En ce qui concerne la déception du père, notre premier axe, eh bien cette déception, on peut la remarquer à travers plusieurs éléments. D'abord, la propre fille du condamné ne le reconnaît pas. Elle l'appelle monsieur et le vouvoie. Dans le texte, on a vu « Vous me faites du mal », elle a dit « monsieur » plusieurs fois. Elle lui fait même des reproches parce qu'elle ne reconnaît pas que c'est son père, il doit la serrer, donc elle a poussé un cri. Puis elle a dit « Vous me faites mal, monsieur ». Ce sont des reproches. Normalement qu'une petite fille est censée ne pas les faire à son père. Mais dans ce cas, elle ne le reconnaît pas. Et aussi, ses sanglots, bien sûr, quand il a été un peu violent avec elle. La déception du père peut être aussi remarquée à travers ce qu'on appelle une mort symbolique qu'a vécu le condamné avant la mort effective qui l'attend. Cette mort symbolique est bien sûr parce qu'il est déjà mort pour sa fille ou dans la mémoire de sa fille. Bien sûr, elle a dit « Est-ce que tu sais où est ton papa ?» Il a dit « Il est mort. » Puis il a dit « Il est dans la terre et dans le ciel. Et je prie le bon Dieu pour lui. » Ce sont des éléments, c'est le champ lexical de la mort qui montre que le condamné est déjà mort dans la mémoire de sa fille et pour elle. Et bien sûr, il est mort dans les souvenirs de sa fille, parce que quand le condamné a demandé à la fille « Est-ce que tu veux que je sois ton papa ?»
Elle a dit non, mon papa était bien plus beau. Ça veut dire que même au niveau des souvenirs de cette petite fille, elle n'a pas gardé l'image de son papa parce qu'il est devant elle et malgré tout, elle ne l'a pas reconnu. Et aussi, ce qui montre cette mort symbolique, c'est le fait que la petite fille a déployé le papier et s'est mise à épeler son arrêt de mort. C'est sa sentence. C'est la sentence de son père qu'elle est en train de lire sans le savoir. Comme si elle est en train de décider la mort de son père. Ce qui était vraiment une grande souffrance pour celui-ci. Pourquoi le début de la fin? D'abord parce que le début, il est là à travers cette souffrance atroce et absolue du condamné. Parce que le condamné s'attendait à une scène positive. Il s'attendait à prendre sa fille dans ses bras, à ce qu'elle lui dise papa, etc. Mais il fut choqué. C'est pourquoi il a dit je lui ai arraché cela des mains. C'est le choc. Il a été violent un peu quand il a dit il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayé. Donc il était violent. Et enfin, le fait qu'il ne supporte plus la vue de sa fille qui le renie, il l'a remise à sa bonne et elle lui a demandé de l'emporter. Et aussi, ce qui le montre, c'est quand il a dit « Hélas, n'aimait ardemment qu'un seul être au monde ». Quand il a dit l'avoir devant soi, mais il ne vous reconnaît pas. Pourquoi? La cause, c'est que vous allez mourir. Ça veut dire que la peine capitale a décidé que le condamné, ou bien la mort du condamné avant l'exécution. C'est à cause de cette peine capitale que sa fille ne le reconnaît pas. Si c'était une prison, ses parents ou bien sa mère n'auraient pas dit à la fille que son père est mort. Et elle va lui dire elle est en prison ou bien il est ailleurs, on va le voir un jour. Et quand elle grandira, par exemple, elle peut aller voir son papa. Mais puisqu'il va mourir dans tous les cas, c'est pourquoi sa maman lui a dit qu'il est mort déjà. Et bien sûr, les sanglots de la petite fille et son ignorance vis-à-vis du mal qu'elle cause à son père aussi a ajouté une grande souffrance au père. Et ce qui le montre dans le texte, par exemple, effrayé, pleurer, quand elle a dit à son papa « Rendez-moi mon papier », parce elle ignore ce que représente ce papier pour se condamner. Le début de la fin toujours. Pour le début de la fin, cette souffrance absolue, ce désespoir a laissé le condamné prêt pour la guillotine. Ce qui le montre, c'est quand il a dit le paragraphe qu'on a vu avant, ça veut dire où Marie était le seul être important dans la vie du condamné et qu'il vient de la perdre. C'est comme s'il a perdu sa fille. Pourquoi? Parce que cette fille ne le reconnaît pas. Donc comment être père à un être qui ne vous reconnaît pas? Et sa fille ne le reconnaît pas. Il est nié dans sa paternité et donc il perd le seul lien qui le liait au vivant. Également, quand il a dit « Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais, ma violence l'avait effrayé ». Donc, la fille qui ne reconnaît toujours pas son papa le nie dans sa paternité. Et le fait qu'il n'est plus père pour lui, c'est qu'il n'est plus vivant. Aussi, ces derniers mots, quand il a dit « Je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent,
Il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Ça veut dire je suis prêt pour la guillotine. Ils vont faire quoi? Ils vont bien sûr l'exécuter. Et aussi, un dernier point qu'il faut qu'on doit savoir, c'est que le rôle du discours direct dans ce chapitre, pourquoi le condamné a choisi de nous rapporter sa rencontre avec sa fille en recourant au discours direct. C'est justement pour nous rendre la scène plus vive. Le discours direct, c'est ça son effet dans le chapitre. C'est rendre la scène plus vive, plus vivante. C'est comme si nous étions là avec eux. Nous regardions cette scène horrible et malheureuse. Aussi, le début de la fin, ce qui montre que le condamné est prêt pour la guillotine, c'est en plus, stylistiquement, ça veut dire en plus du discours direct employé, il y a le registre pathétique qui est très évident. Ce registre, on peut le remarquer à travers le champ lexical de l'affectivité, où on voit enlever dans mes bras, assis sur mes genoux, baiser sur ses cheveux, caresser, embrasser, dévorer de baisers, etc. C'est le champ lexical de l'affectivité. On a aussi le champ lexical de la souffrance et du désespoir. Quand il a dit arracher, sentence de mort, me coûter plus cher, ma violence, effrayer, pleurer. Alors tous ces mots, ces expressions montrent la grande souffrance et le désespoir du condamné et leur effet, c'est surtout donner cette tonalité pathétique à ce chapitre. Et aussi la forte ponctuation, bien sûr, on peut voir beaucoup de phrases exclamatives et interrogatives. Également, les interjections, quand le condamné a dit « Monsieur, quoi, papa », à chaque fois, un mot qui exprimait sous forme d'interjection et qui exprime un peu la surprise, mais le choc surtout du condamné. Également, les figures d'amplification, les figures qui servent à amplifier l'expression, à lui donner plus de farce. Comme quoi, comme par exemple dans cette phrase, il me regardait d'un air étonné, caressé, embrassé, dévoré de baisers, se laissant faire. Cette phrase, bien sûr, il s'agit d'une gradation. C'est une figure d'amplification qui a comme effet dans ce chapitre de montrer le pathétique. On a également cette figure de style où il dit « Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants ». Eh bien, c'est une répétition, une figure aussi d'amplification qui a le même effet. On a aussi cette figure de style. Je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. C'est une gradation également qui a le même effet, celui de marquer le pathétique dans le texte. Et on a également cette figure. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont. La dernière fibre de mon cœur est brisée, c'est une métaphore, mais normalement, ici, c'est une métaphore hyperbolique qui a l'effet d'exagération et d'amplification, et également qui marque le pathétique. Merci pour votre attention.